Le président de la République Alassane Ouattara était lundi à Abuja au Nigeria pour une visite d'amitié de travail de 24 heures. Après avoir échangé avec le président sortant, Goodluck Jonathan, il a rencontré le président élu nigérien Muhammadu Buhari qui l'a félicité après sa brillante élection. Le premier numéro de l'annuaire des femmes compétentes a été remis à la première dame hier mardi à son cabinet. Madame Dominique Ouattara, marraine de cette initiative, a prodigué de sages conseils à la délégation conduite par Jeanne Bemo. Au Kenya, 9 responsables des services de sécurité de Garissa ont été suspendus. Ils pourraient être inculpés de négligence criminelle après l'attentat des Chebabs somaliens perpétré dans l'université de cette ville du nord-est du pays qui a fait 148 morts. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Un conseil des ministres se tient ce mercredi au palais présidentiel en présence du chef de l'État. Il est débattu au cours de ce conseil des ministres des questions relatives à la vie de la nation. Les détails dans l'édition de 20h. Nous vous le disions dans nos titres, le président de la République Alassane Ouattara était lundi à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures. Après avoir échangé avec le président sortant, Goodluck Jonathan, il a rencontré le président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, qui l'a félicité après sa brillante élection. Jérôme Kofi Aboulé. Alternance démocratique pacifique au Nigeria, quelle leçon de démocratie pour l'Afrique de l'Ouest et pour tout le continent. Ces propos sont du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à l'endroit du président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, au cours d'un entretien à l'occasion de sa visite d'amitié et de travail de 24 heures, ce lundi 20 avril 2015 à Abuja. Échange faisant suite à celui que le président Alassane Ouattara a eu avec le président Goodluck Jonathan. Il s'agit essentiellement pour le chef de l'État ivoirien de venir féliciter le président Buhari suite à sa brillante élection et partager avec lui sa fierté pour cette leçon de démocratie que le Nigeria, à travers ce scrutin, vient de donner au monde entier. Je suis venu saluer, féliciter le président Buhari pour son élection, sa brillante élection, et lui dire que nous sommes très fiers de la manière dont les choses se sont passées au Nigeria. Ceci est très important pour l'Afrique de l'Ouest et pour le monde. Le Nigeria a un rôle important sur le continent et dans le monde. Et nous sommes très fiers de cette alternance, de la manière pacifique dont elle s'est effectuée. Et je viens souhaiter bonne chance au président Buhari. Le président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, a de son côté exprimé sa gratitude au président Alassane Ouattara pour lui avoir rendu cette visite qui constitue à ses yeux le signe d'un soutien à la réussite de son mandat. Il a aussi félicité le président Goodluck Jonathan pour ses qualités d'homme d'État qui ont permis cette alternance pacifique au Nigeria. Revenons en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État effectuera une visite dans la localité d'Agoville. Cette localité se mobilise pour lui réserver un bel accueil. Une rencontre a eu lieu entre autorités administratives, politiques, coutumières et cadres de la région. Thérèse Tapeyoboué. L'arrivée du président de la République dans l'Agnébitiassa constitue un événement majeur pour les populations. Pour la réussite de l'événement, des rencontres ont souvent lieu entre les autorités. Celles qui viennent de se tenir ont permis de collecter déjà 15 500 000 francs. Pour la chefferie traditionnelle, le chef de l'État verra que l'Agnébitiassa est acquise à sa cause. Nous allons donc mobiliser la population pour faire un accueil délirant au chef de l'État et il verra que nous sommes dans la République et que nous le reconnaissons comme notre chef de l'État. Les cadres de la région attendent cette visite depuis des années, car elle amorce le développement de la région. Nous sommes véritablement au travail pour que toute la nation ivoirienne et la communauté internationale sachent que le peuple Abé et Krobou est un peuple qui veut aller à la réconciliation. Pour la région de l'Agnébitiassa, c'est un long rêve qui va se réaliser. La région de l'Agnébitiassa est confrontée à des soucis de route, d'eau potable,
de chômage des jeunes. Des préoccupations qui seront exprimées au chef de l'État au cours de cette visite. Cette visite est attendue depuis très longtemps par la population. Donc le fait que le président de la République réponde effectivement ne peut être que motif de soulagement pour la population. La population a donc été invitée à demeurer mobilisée et à réserver un accueil chaleureux pour faire de cette visite un événement inoubliable. Autre information dans cette édition, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est rendu hier après-midi au Sofitel Hôtel Ivoire. Objectif, constater le niveau d'exécution des travaux de rénovation de ce complexe hôtelier. Léon Broukwame. De la patinoire au 12e étage du bâtiment principal, en passant par le hall, les appartements, les chambres, les suites présidentielles, aucun compartiment de l'aile du Sofitel Hôtel Ivoire en réfection n'a échappé au regard du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. À un mois des assemblées annuelles et du cinquantenaire de la BAD, ici à Abidjan, le chef du gouvernement veut s'assurer que la Côte d'Ivoire peut effectivement accueillir les 4000 participants. Et c'est affirmatif, il ne reste que quelques retouches pour parfaire le luxe du Sofitel Hôtel Ivoire. Des travaux censés s'achever au plus tard le 10 mai 2015. Demain d'ailleurs, le Conseil des ministres doit avoir une communication sur ces assemblées et inviter donc toute la population ivoirienne, pas seulement, disons, celle d'Abidjan, à assurer un excellent accueil. Disons que ceux qui viendraient de l'extérieur, on pense qu'il pourrait y avoir 4000 personnes qui vont se déplacer sur Abidjan. Donc il faut qu'on s'apprête à les accueillir et l'Hôtel Ivoire est un lieu privilégié de rencontre. Cette visite du Sofitel Hôtel Ivoire d'une capacité globale de 420 chambres est la troisième du genre qu'effectue le chef du gouvernement dans le cadre des préparatifs des assemblées annuelles et du cinquantenaire de la BAD. C'est que ces rencontres de l'institution financière en terre d'Eburnie participent du repositionnement de la Côte d'Ivoire. Deuxième grand titre de cette édition, la remise du premier numéro de l'annuaire des femmes compétentes à la première dame hier mardi à son cabinet. Madame Dominique Ouattara, marraine de cette initiative, l'annuaire des femmes compétentes a prodigué de sages conseils à la délégation conduite par la conseillère du président de la République chargée des affaires sociales et du genre, Jeanne Impemont. Abiba Dambélé Saoui. La délégation conduite par la conseillère spéciale du président de la République, chargée du genre et des affaires sociales, est allée remettre à la première dame, Madame Dominique Ouattara, le tout premier exemplaire de l'annuaire des femmes compétentes, cadre de haut niveau ainsi qu'un CD interactif. Madame Jeanne Impemont a remercié la première dame Dominique Ouattara, marraine de cette initiative qui va contribuer à la promotion du genre en Côte d'Ivoire. L'annuaire des compétences féminines est un précieux outil de travail qui doit être effectivement utilisé par les décideurs pour faciliter le recrutement, la nomination et la promotion des femmes à tous les niveaux de prise de décision publique et privée. Madame la Première Dame, nous formons le vœu que vous soyez notre avocate auprès de votre époux, son Excellence, Monsieur le Président de la République, et des autres décideurs, afin que cet annuaire serve effectivement d'outil d'aide à la prise de décision et à la promotion des femmes. Grâce à vous, nous espérons que ce document ne sera pas un document de plus. La première dame de Côte d'Ivoire a prodigué de bons et sages conseils aux initiatrices de ce compendium des compétences féminines. Dominique Ouattara, qui s'est toujours impliquée pour la cause des femmes en Côte d'Ivoire. Je pense que vous avez réussi la première phase, à savoir l'élaboration de ce livret, de ce recueil, qui est un recueil de compétences féminines, pour éviter que ce soit un document de plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut le diffuser. Il faut le diffuser largement, auprès de toutes les administrations. En parler aussi beaucoup autour de vous, parce que c'est important. Et ensuite, ce que j'aimerais, c'est que dans quelques temps, vous nous disiez, vous faisiez savoir, par une petite conférence, combien de femmes ont été donc sollicitées, combien de femmes ont accepté donc les offres qu'on leur avait données. Et ça, je pense que c'est important.
Cet annuaire, dans lequel est répertorié 1003 femmes cadres supérieurs, classées par secteur d'activité et par ordre alphabétique, sera mis à la disposition des administrations publiques et privées. Il sera vulgarisé afin de permettre à ces femmes compétentes d'accéder aux plus hautes instances de décision. Les initiatrices du compendium ont pour projet de mettre en réseau plus de 10 000 femmes compétentes. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie a reçu hier mardi à son cabinet les nouveaux bacheliers du secteur du pétrole. Ce sont 38 élèves qui ont reçu des bourses initiées par le programme d'excellence du ministère du Pétrole et de l'Énergie pour se former aux États-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni, au Canada et en France. Jean-Luc Bango. Ces 38 élèves que voici constituent la 3e promotion de bacheliers boursiers sélectionnés sur l'ensemble du territoire ivoirien par le programme d'excellence dans le secteur du pétrole. Initié par Adama Tounkara, ministre du Pétrole et de l'Énergie, ce programme va permettre à ces nouveaux bacheliers d'être formés dans des universités aux USA, au Royaume-Uni, au Canada et en France. Le président Ouattara nous apprend que le meilleur investissement, c'est la formation, c'est l'éducation de nos jeunes. C'est pour cela que nous avons repris le programme de formation des jeunes Ivoiriens qui partent aux États-Unis et un peu partout dans le monde, mais qui nous reviennent très bien formés. Venus accompagner leurs enfants, les parents expriment leur reconnaissance au gouvernement et au ministre Adama Tounkara. Je suis très contente au début, je ne croyais même pas. Je pensais à une anarque, mais vraiment au fil du temps, j'ai vu que ça s'affinait. Je suis vraiment très heureuse parce que je n'aurais même pas pu payer, moi personnellement, ces études-là à ma fille. Et je pense que vraiment elle en profitera, elle fera de bonnes études. Ces jeunes Ivoiriens qui sont appelés à être des élites dans les métiers des hydrocarbures promettent représenter dignement la Côte d'Ivoire. Je compte maintenir la confiance que le ministre a mis en moi en continuant dans cet élan d'excellence et en permettant aussi à d'autres, pourquoi pas à d'autres élèves de pouvoir me rejoindre là-bas. Depuis son lancement en 2012, ce sont plus de 100 bacheliers qui ont bénéficié de ces bourses d'études. Parmi ces élèves, 9 iront aux USA, 15 au Royaume-Uni, 9 au Canada et 5 en France. Le premier départ est prévu pour le 24 avril, le second le 28 avril et le troisième le 7 mai prochain. Tout à fait autre chose. Le Conseil régional du Gontougou a adopté en séance plénière le week-end dernier son budget primitif qui s'élève à plus de 4 milliards de francs CFA. Un budget pour des investissements dans plusieurs secteurs, notamment la santé, l'école et les routes. Cette session a été précédée de la visite de plusieurs infrastructures réalisées. Kwasi Mamadou. Bondo, sous-préfecture située dans le département de Bondoukou, aura à la rentrée prochaine un collège de proximité à base 3. Ce collège est l'œuvre du Conseil régional du Gontougou qui met en œuvre la politique de développement du président de la République qui consiste à rapprocher les écoles des populations. Le président du Conseil régional et son équipe veulent permettre aux élèves admis en 6e de rester près des parents pour de meilleurs résultats scolaires et lutter également contre les grossesses en milieu scolaire. Sur le chantier, Ignace Kossounou a pu s'imprégner de l'évolution des travaux. Après Bondo, l'équipe du Conseil régional du Gontougou s'est rendue à Yezimala, où la population construit un collège de proximité pour accueillir les 689 élèves. Pour renforcer la capacité d'accueil de ce collège, ouvert depuis 3 ans, le Conseil régional réalise 2 bâtiments de 6 classes avec bureaux afin de permettre un meilleur encadrement des élèves. Taoudi, Laoudiba et Sapli Sempingo bénéficient également des infrastructures scolaires d'Ignace Kossounou et son équipe. Des bâtiments pour renforcer la capacité d'accueil des écoles pour de meilleures conditions de travail. Des travaux qui réjouissent les populations ainsi que le président du Conseil régional qui a fait de l'éducation une priorité. La santé, l'électrification rurale, le reprofilage de routes et l'adduction d'eau potable constituent les défis pour 2015. Pour ce faire, un budget de 4 milliards 200 millions de francs CFA a été adopté au cours d'une session ordinaire. Le préfet de région félicite le Conseil régional pour les actions posées. Il invite l'institution régionale à impliquer la population dans la mise en œuvre et la gestion de ces projets. Des projets qui viendront améliorer les conditions de vie des populations de la région du Gontougou. Le Royaume d'Arabie Saoudite a offert hier à Koumassi 900 tonnes de dattes d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA au ministère de l'Éducation nationale pour les cantines scolaires. C'est l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite accompagné du représentant du ministre saoudien des Finances qui a remis le don au ministre Kandia Kamara à Mississoko.
En Côte d'Ivoire, on enregistre plus de 6000 cantines scolaires selon la Direction nationale des cantines scolaires. Pour faire face aux besoins alimentaires de ces cantines, un programme d'alimentation scolaire est mis en place. Pour appuyer ce programme, le Royaume d'Arabie Saoudite fait un don de 900 tonnes de dattes au ministère de l'Éducation nationale à travers le PAM, Programme alimentaire mondial. D'un coût de plus de 1,2 milliard de francs CFA, ce don est destiné aux cantines scolaires des régions du Cavali, du Bafing, des Savanes et du Gontougo. Ce sont plus de 420 000 élèves qui en bénéficieront. Certaines personnes pourraient se poser la question de savoir pourquoi l'Arabie Saoudite fait des dons en nature de dattes. La réalité est que le Royaume est parmi les plus grands pays producteurs de dattes au monde. Ce fruit est l'un des produits de consommation de base en Arabie Saoudite. Ce fruit a une valeur nutritionnelle importante car il est très riche en vitamines et procure beaucoup de calories pour le corps. Le ministre de l'Éducation nationale salue cette action qui intervient au moment où les cantines seront fortement sollicitées avec l'école obligatoire pour tous les enfants. Au moment où nous recherchons des mécanismes supportables pour renforcer la qualité et la performance de ces cantines, l'action de nos amis revêt une particulière importance. Voici en effet un bel exemple de coopération efficiente dont l'impact sur la vie des populations est des plus profitables. En 2011, le Royaume d'Arabie Saoudite avait fait un don identique. Selon les nutritionnistes, les dattes contribuent entre autres à la réduction du taux de cholestérol et à la diminution de risque de maladies cardiovasculaires. Et nous allons rester dans le domaine éducatif. 80 formateurs internes du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique sont à Yamoussoukro depuis le lundi dernier et ce jusqu'au samedi 25 avril. Objectif s'outiller pour l'élaboration d'un plan de formation. On continue. Charles Tatou, RTI Boaké. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a entamé une politique de développement d'expertise interne. Avec celle-ci, plus question désormais de solliciter des gens de l'extérieur pour le renforcement des capacités de ces agents. L'éducation nationale, c'est au bas mot plus de 15 736 personnels administratifs. Et il faut comprendre que plus de 12 000 sont issus de la fonction enseignante. Et ils basculent de la fonction enseignante à la fonction administrative. Alors nous nous disons que si nous voulons que ceux-là puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, il leur faut un renforcement de capacité, il leur faut un accompagnement, il leur faut une prise en charge. Pour répondre à cette expertise interne, une vision de la ministre Kandia Camara, 80 formateurs issus des directions centrales, régionales, départementales et des autres services sont à Yamoussoukro. Ils y sont pour une formation de 6 jours. Objectif, s'outiller pour la mise en place d'un plan d'élaboration de modules de formation continue. La formation de ces 80 participants porte sur l'ingénierie pédagogique et elle est supervisée par un expert recruté par le projet CE2D. En plus des problèmes pédagogiques, il y avait le problème de l'administration du système. Et ça, on l'a beaucoup négligé, surtout dans nos pays francophones. Et on a beau avoir des salles de classe, on a beau avoir des enseignants, si on gère mal ces infrastructures, si on gère mal ces ressources, eh bien, le résultat en bout de course risque d'être très mitigé. 4 ateliers de 20 participants sur le même site permettent des travaux participatifs. La formation prend fin samedi prochain. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration renforce les capacités de ses agents et partenaires pour une meilleure réintégration des ex-combattants. Objectif, trouver une situation stable aux 26 000 autres ex-combattants en attente de réintégration. Soro Corona, Cadet Sogodogo, RTI Boaké. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ADDR, se donne les moyens pour réussir sa mission. Celle d'insérer efficacement les ex-combattants en attente dans le tissu socio-professionnel. L'ADDR a initié un séminaire pour renforcer la capacité de ses agents et partenaires des régions du Gontougo, du Bunkani et de l'Indénié Djoua-Blanc. Au cours de cette session de formation, il a été question de trouver de nouvelles stratégies de sensibilisation des ex-combattants non encore inscrits au processus DDR. Les participants ont également réfléchi sur les opportunités de réintégration.
à savoir les métiers du bâtiment, de l'agriculture, du transport et de l'économie verte. Les structures partenaires de la DDR ont été chargées de sensibiliser les 26 000 autres ex-combattants restants afin qu'ils bénéficient d'une réinsertion réussie. La mission assignée à mon ONG, c'est de sensibiliser les ex-combattants à déposer les armes. La guerre est passée, actuellement on tend vers la paix. Et puis surtout vers l'émergence que nous attend en 2020. Donc ils doivent contribuer à la construction, sinon à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. La date du 30 juin 2015 est fixée pour la prise en compte de tous les ex-combattants. Pour tenir ce délai, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration multiplie les actions sur le terrain. Avant janvier 2015, plus de 66% des ex-combattants ont bénéficié d'une situation stable. Après Bondoukou, rendons-nous à Mans, précisément dans la localité de Logoualé. Les populations ont été sensibilisées sur l'impôt au foncier. Une campagne de sensibilisation initiée par la direction régionale des impôts de la région. Il a été question d'informer les populations sur les papiers afférents. Le sous-préfet de Logoualé, Gueye Adolphe, et le directeur régional des impôts, Foussene Django, les ont invités à payer leurs impôts, ce qui est un devoir civique. L'agence américaine USAID a effectué récemment une tournée à Sorobango, la deuxième du genre. Elle a mis sur pied une plateforme d'échange, de réflexion et de concertation. Objectif, améliorer les services publics et les conditions de vie des populations. Thérèse Tapeyopoué. La plateforme d'échange et de concertation mise en place à Sorobango, région du Kondouko, compte 21 membres présentés à la population. C'est une initiative de l'USAID, Agence américaine de développement. Auparavant, l'USAID a eu des rencontres avec les acteurs des circonscriptions pour leur expliquer l'intérêt de la mise en place de ce dispositif qui devra à la longue contribuer à améliorer leurs conditions de vie. Le sous-préfet de Sorobango a indiqué que c'est une chance pour cette localité de disposer d'un tel outil grâce au député Mohamed Ouattara, un fils de la région, qui a demandé à ses parents de s'approprier cet outil de réflexion pour des jours meilleurs à Sorobango. Quant à Omer Aka, administrateur parlementaire, il s'est dit persuadé que la population s'est déjà approprié cette plateforme vu la forte mobilisation des populations. Toute chose qui traduit selon lui la volonté du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, de mettre le député au cœur de l'action publique. Un mot de politique dans cette édition et nous allons parler des femmes de l'UDPCI qui sonnent la mobilisation pour la victoire prochaine du président de la République Alassane Ouattara. Les femmes de l'UDPCI mobilisées pour la convention d'investiture du candidat RHDP, le président Alassane Ouattara, le 25 avril 2015 au stade Félix Houphouët-Boigny. Pour réussir cette grande mobilisation, Soro Farah Koulibaly, présidente des femmes de l'UDPCI, a rencontré toutes les présidentes de coordination d'Abidjan et le bureau national des femmes de l'UDPCI le lundi 20 avril. Objectif, faire passer l'information dans les différentes sections afin de permettre aux candidats du RHDP de briguer un second mandat. Cette réunion a pour but de mettre nos femmes en rang de bataille, leur demander d'aller sur le terrain pour mobiliser pour que le 25 avril, au stade Félix Houphouët-Boigny, qu'il n'y ait aucune place, que le stade soit inondé de femmes, surtout des femmes UDPCI. Nous voulons montrer par là que pour la campagne du candidat Alassane Ouattara, on peut compter sur les femmes de l'UFIDPCI, on peut compter sur toutes les femmes du parti Arc-en-Ciel, on peut compter sur tout le monde. À travers ce geste, les femmes du parti Arc-en-Ciel veulent montrer leur attachement au président Alassane Ouattara, homme de paix et de vision, capable de conduire la destinée de la Côte d'Ivoire. Un pagne est même disponible pour l'occasion. Un reportage de Koné Parga Soro. Parlons maintenant de Boukou, ville située à 60 km de Koro. Un nouveau délégué départemental RDR, son nom Salif Fofana. Il a été investi en présence de plusieurs cadres du RDR conduit
par Bakayoko Ibrahim, président du conseil d'administration de la SICOJ, représentant le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko. Le nouveau délégué départemental du RDR à Bouko entend prôner le vivre ensemble pour le développement de la région et pour la réélection du président de la République Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain. Sidia Bamba, c'est le nom du nouveau chef du canton Kla dans la sous-préfecture de Sabou-Dougou dans le département de Touba. Adjudant-chef de gendarmerie à la retraite, il a été intronisé en présence des fils et filles du canton. Konepa Gassoro. Sadia Bamba, adjudant-chef de gendarmerie à la retraite, désormais chef du canton Kla, un village de la sous-préfecture de Sabou-Dougou dans le département de Touba. Sadia Bamba devient ainsi le troisième chef du canton Kla. Ils se sont tous retrouvés, ils se sont entendus, ils ont choisi une autorité traditionnelle qui fera en sorte que tous, à l'union, ils vont penser au développement de cette région. C'est un modèle pour nous et nous sommes tenus de le soutenir comme nous l'avons fait dans cette mission difficile qui lui a été confiée par nos parents. Intronisé, le tout nouveau chef du canton a reçu ses attributs de chef en présence des fils et fils du canton, des élus et cadres de la région, des chefs traditionnels et du représentant de Mamadou Sanogo, ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, parrain de la cérémonie. Ce n'est pas un choix fortuit, c'est un choix guidé, n'est-ce pas, par les compétences, par la qualité de l'homme. Nous savons compter sur eux. Sadia Bamba dit compter sur le soutien des cadres et des populations du canton pour réussir la mission à lui confier. Nous demandons à la population de se mettre au travail. Il ne faudrait pas que ce train de l'émergence-là les laisse. Nous devons tous être à bord de ce train-là pour que l'émergence dont on parle tant, nous soyons aussi dans ce bonheur. Situé dans la région du Bafing, à la frontière de la Guinée-Conakry, le canton Kla compte 16 villages. Rappelons que les Kla sont un sous-groupe du peuple Yakuba. L'OIPL, l'Office ivoirien des parcs et réserves, vient d'initier un nouveau plan de réhabilitation du parc national de la Komoué, longtemps victime des agressions des populations. Des agressions portant sur les feux de brousse, la chasse et l'exploitation forestière. Découvrons ce nouveau plan avec notre reporter Kwasi Mamadou. Le parc national de la Komoué, patrimoine mondial et réserve biosphère, est menacé depuis quelques années à cause des activités illicites des populations. Pour sauvegarder cette réserve, la plus grande de l'Afrique de l'Ouest, l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, a initié un plan d'opération. Il s'agit de la réhabilitation des infrastructures routières, des bâtiments, des sites touristiques, ainsi que des patrouilles motorisées et la sensibilisation des populations riveraines pour la préservation de ce parc d'une superficie d'environ 1 150 000 hectares, couvrant plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. À Katiola, les experts, les élus locaux des différentes localités couvertes par le parc national de la Komoué et le corps préfectoral ont fait le bilan des 3 mois de la mise en œuvre de ce plan. Des travaux qui ont permis de noter un taux d'exécution satisfaisant. Pour le second trimestre, le colonel Adama Tondo Sama, directeur général de l'OIPR, promet un taux d'exécution plus satisfaisant, puisqu'il prendra en compte les ONG locales dans le cadre de la sensibilisation des populations riveraines. Tous ont pris l'engagement pour une gestion durable des zones biosphères. Le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur organise les 7 et 8 mai prochains ici à Abidjan le grand forum de la diaspora autour du thème diaspora ivoirienne. Quels enjeux pour une Côte d'Ivoire en voie d'émergence? Objectif, prendre en compte les préoccupations de la diaspora ivoirienne. Abou Sanogo. Diaspora ivoirienne. Quels enjeux pour une Côte d'Ivoire en voie d'émergence? C'est le thème du premier grand forum de la diaspora qui se déroulera les 7 et 8 mai prochains à Abidjan en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Selon le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, ce sont plus de 500 Ivoiriens de la diaspora qui sont attendus à ce rendez-vous pour participer aux échanges avec les décideurs en vue de trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les Ivoiriens de l'extérieur. Au cours de ce point de presse, le ministre Ali Koulibaly a situé la presse sur les enjeux de ce forum. C'est de trouver des mécanismes innovants pour mieux mobiliser la diaspora ivoirienne, pour mieux canaliser
l'épargne des Ivoiriens de l'extérieur pour faire des propositions au gouvernement, des propositions pour une meilleure contribution de la diaspora à la reconstruction de notre pays. 9 panels sont au programme. Entre autres, la question de l'obtention des documents administratifs, des propositions pour la création d'une structure consultative de la diaspora et le financement des projets de la diaspora. Dans l'optique de définir une politique nationale de gestion des Ivoiriens de l'extérieur, le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur souhaite prendre en compte les préoccupations de la diaspora ivoirienne à travers ce forum. La diaspora ivoirienne est estimée aujourd'hui à environ 1 240 000 personnes, soit 5,4% de la population ivoirienne. Rendons-nous au Kenya pour terminer ce journal. 9 responsables des services de sécurité de Garissa ont été suspendus. Ils pourraient être inculpés de négligence criminelle après l'attentat des Chebabs somaliens perpétré dans l'université de cette ville du nord-est du pays qui a fait 148 morts. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.